On entend souvent dire que le succès peut vous monter à la tête. Mais est-ce réellement ce qui s'est passé lors de l'affaire Roscoe-Fatty Arbuckle, le tout premier gros scandale d'Hollywood? Nous sommes le 5 septembre 1921 à San Francisco, plus exactement dans la suite 1221 de l'hôtel de luxe San Francis au 335 pour Wall Street. Depuis maintenant 3 jours, le 12e étage est le théâtre d'une soirée sans fin avec des allées et venues d'une quantité de personnes. En majorité, ce sont des acteurs, producteurs, showgirls et showman. Parmi eux, on retrouve les investigateurs de cette soirée prolongée qui sont eux-mêmes du business. Leurs noms, Lowell Sherman, Fred Fishback et le malheureux Roscoe Arbuckle qui ne le sait pas encore mais s'apprête à tout perdre dans cette histoire. Mais comment et pourquoi est-il malheureux, mais aussi, l'est-il vraiment? Pour le comprendre, revenons un peu en arrière pour en apprendre davantage sur Roscoe Arbuckle. Appelé aussi communément Fatty, surnom souvent placé entre son prénom et son nom de famille, pour vous l'aurez sûrement compris, évoquer son poids hors norme. Un surnom qu'il traîne depuis sa tendre enfance. Enfin, tendre. Si je puis dire, sachant que son père le maltraitait en raison de sa différence qui lui faisait dire que cet enfant ne pouvait venir de lui. Malgré les moqueries, Roscoe va être révélé au grand jour grâce à son talent caché qui est le chant. À la suite d'un concours qu'il gagnera, il va être repéré et va intégrer une troupe de théâtre où il deviendra réellement artiste, en chantant et jouant la comédie. Ses performances et son physique atypique vont lui permettre d'être repéré par un producteur de cinéma du nom de Mack Sennett, qui le fera tourner dans des dizaines de petits films burlesques par an. De fil en aiguille, Roscoe va se révéler aux yeux du grand public et prendre une place importante. Lui qui avait été engagé pour un salaire de 5 $ par jour, va finir par toucher un contrat de 1 000 $ par jour, 25% des bénéfices et le contrôle entier de ses films. Il jouera avec les grands noms du cinéma muet, avec comme par exemple Mabel Normand, Buster Keaton ou encore avec un certain Charlie Chaplin. Sa popularité ainsi que sa richesse au passage atteint le haut du panier en 1921 lorsqu'il signe avec la Paramount, ce qui fait de lui le premier acteur à décrocher un contrat atteignant la somme symbolique de 1 million de dollars par an. Lors du Labor Day, qui est l'équivalent de la fête du travail aux États-Unis et qui se déroule chaque année le premier lundi de septembre, Roscoe décide de s'en aller fêter son nouveau contrat à San Francisco, accompagné de ses deux amis Lowell et Fred. Ce qui nous fait revenir, comme vous l'aurez compris, au 12e étage de l'hôtel St. Francis. La fête bat son plein avec le bruit des discussions entre la mare d'invités présents et le bruit des verres d'alcool qui trinquent, pourtant interdits étant en pleine période de la prohibition. Mais dans cette luxueuse chambre d'hôtel, se dissimulent aussi les bruits de douleur d'une jeune étoile montante du cinéma répondant au nom de Virginia Rape. Mais comment Virginia a-t-elle fait pour se retrouver dans cette situation? Eh bien, c'est tout le mystère qui plane autour de ce scandale. De ce tout premier scandale hollywoodien. Reprenons depuis le début. Déjà, comment Virginia a-t-elle atterri dans cette soirée? Pour commencer, il est intéressant et important de savoir que Virginia est accompagnée durant cette soirée de son manager et agent Al Semnaker et de ce qui semble être sa chaperonne Maud Delmont, surnommée Bambina. Cependant en facette, car lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte que Maud ne serait ni plus ni moins qu'un maître chanteur professionnel, déjà condamné pour extorsion. Maintenant, concernant leur présence, il existe deux versions. La première est que Fred, l'un des amis de Roscoe, rencontre par hasard dans le hall de l'hôtel un ami appelé Ira Forley, qui est en compagnie de Virginia, Al et Maud. Ils discutent et puis Fred les invite à se joindre à eux à la fin de leur discussion. La seconde version raconte que Roscoe connaît Virginia et Ira Forley et lance lui-même l'invitation. Une version qui sera contredite par le suspect de l'enquête qui découlera de la soirée, qui n'est nul autre que Roscoe. Mais de quoi celui qu'on surnomme Fatty est-il accusé? Qu'a-t-il pu faire de si grave pour être l'acteur principal de ce qu'on nomme comme le tout premier grand scandale d'Hollywood? La raison est très simple, mais l'histoire derrière tout cela est plus que complexe. La scène se déroule dans la chambre de Roscoe où l'on retrouve la pauvre Virginia agonisant et criant de douleur. Mais elle n'est pas seule à occuper cette chambre, puisque l'on retrouve aussi en sa compagnie le bon vieux Roscoe. Et à partir de là, cette histoire va partir dans tous les sens. Différentes versions existent pour expliquer la présence des deux acteurs et la scène en train de se dérouler dans cette chambre. La première, celle de la défense, celle de Roscoe, raconte que Virginia, visiblement malade au cours de la soirée à cause de l'alcool, serait partie dans la chambre pour se reposer. Quelques minutes plus tard, il rejoint la chambre pour se changer et en arrivant dans la salle de bain, il retrouve Virginia allongée sur le sol.
Il l'aide, transporte l'actrice sur le lit, puis retourne se préparer dans la salle de bain. C'est en sortant qu'il aurait trouvé l'actrice par terre en train de gémir et qu'il serait aussitôt parti prévenir les invités. La deuxième version maintenant, celle de l'accusation. Selon Maud Delmont, celle-ci aurait vu Roscoe traîner Virginia Rape ivre dans sa chambre avec l'intention de la violer. Une vingtaine de témoins affirment l'avoir vue la suivre et qu'elle semblait d'abord consentante pour un rapport sexuel. Elle serait ensuite devenue hystérique et aurait finalement opposé une vive résistance à Roscoe sans pouvoir l'empêcher de poursuivre le rapport sexuel forcé et violent. Dans ces deux versions, le résultat est le même. On retrouve la pauvre Virginia dans un état calamiteux. Elle est en train d'hurler de douleur, arrache ses vêtements et se roule par terre. Les participants de la soirée tentent bien que mal de l'aider en lui faisant prendre un bain glacé et en lui appliquant de la glace sur le corps. Finalement, la direction de l'hôtel sera prévenue et leur docteur arrivera en urgence en plaçant sur la jeune actrice un cathéter et en la mettant sous morphine. Maud, sa soi-disant chaperonne, préviendra le docteur que Virginia n'a pas uriné depuis plusieurs jours. Détail important pour la suite de l'histoire. Cette fin d'aventure franciscanaise se terminera avec le retour à Hollywood des trois compères et avec l'état de Virginia se détériorant de jour en jour, qui sera amenée à l'hôpital jusqu'à y perdre la vie. La cause du décès, une péritonite non diagnostiquée due à une rupture de la vessie. Selon les experts, il existe trois façons d'expliquer cela. Soit la syphilis dont est atteinte la jeune femme, soit une tentative d'avortement où des rumeurs faisaient état de plusieurs avortements pratiqués par la jeune femme dont un peu de temps avant de rejoindre la soirée, soit avec un rapport sexuel forcé et violent. Toute cette malheureuse et triste histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, oh là là, croyez-moi, elle ne fait que commencer. Le lendemain de la triste mort de Virginia, Maud Delmont se rend à la police pour déclarer que cette dernière est morte à la suite d'un viol commis par Roscoe Arbuckle. Pas de doute pour elle, Virginia aurait été écrasée par le poids de l'acteur lors du viol. Dès lors que Maud pose sa déclaration, Roscoe est arrêté, accusé du viol et de l'homicide de l'actrice. Débute à ce moment-là deux procès. Pourquoi deux procès, me diriez-vous? C'est très simple. On assiste au procès juridique de la personne, mais aussi dans le même moment on assiste au procès médiatique de cette sordide affaire. À partir de là, cette affaire deviendra un énorme bordel de tout point de vue. Déjà au niveau de la presse, et plus particulièrement de la presse à scandale, qui s'empara de l'affaire et lui donnera un retentissement national. La presse ne va pas hésiter un seul instant à faire le plus de sensationnalisme possible pour vendre le plus de papier et donc en tirer un maximum de profit. Le magnat des journaux américains, William Randolph Hearst, va relayer l'affaire dans tout le pays. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, c'est cet homme qui a inspiré le personnage de Charles Foster Kane dans le film Citizen Kane, qui est l'alias qu'on donnait à l'homme d'affaires. La presse va jouer un rôle clé dans l'opinion publique de cette affaire. Ils ne vont pas hésiter un seul instant à pointer du doigt l'acteur et à le salir lui ainsi que le monde d'Hollywood au passage, en peignant l'endroit comme un lieu de débauche. Des anecdotes et des supputations farfelues concernant l'affaire verront le jour dans la presse, ce qui va procurer l'indignation de tout le pays. Alors que de base, il est important de savoir que Roscoe traînait une bonne image, loin de celle du débaucheur comme on le décrit. C'est en effet tout le contraire, on avait plutôt tendance à voir en lui l'image de l'homme marié depuis des années. Bref, du jour au lendemain, tout le monde est contre lui. La réaction de l'opinion publique est soudaine et brutale, la presse et la profession le condamnent avant tout procès. Car au final, le plus important, c'est quand même de savoir ce que l'enquête démontre, et si aux yeux de la justice, il est bel et bien coupable ou non de ce qu'on l'accuse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le procès, ou devrais-je dire les procès, vont être tout autant bordéliques. Car en tout, ce n'est pas un, ni même deux, mais bien trois procès qui vont avoir lieu. Avant de commencer avec le long historique procédural, il faut savoir que Roscoe est libéré sous caution quelques jours après son arrestation, le 29 septembre, faute de preuves insuffisantes à son encontre. Le juge Sylvain J. Lazarus transforme donc la charge d'homicide en homicide involontaire. Autre fait important, on n'entendra plus parler de Maud Delmont, la dépositaire de l'accusation, durant tout le procès, qui changera tout le temps de version et qui sera donc peu crédible pour être appelé à la barre pour le procureur du district Matthew Brady, chargé de l'accusation. Procureur d'ailleurs qui compte bien se servir de la publicité autour des procès Arbuckle pour sa propre carrière politique. Malgré les charges bien faibles à l'encontre de Roscoe qui ne reposent que sur des témoignages démontés par la défense, on assistera bel et bien à 3 procès, faute de décision unanime par les membres des jurés dans les 2 premiers, avec 10 voix pour l'acquittement et 2 voix pour la culpabilité pour le premier, et 10 voix pour la culpabilité et 2 pour l'acquittement pour le deuxième. On assiste à beaucoup de rebondissements durant le procès, avec pas mal de péripéties vis-à-vis des témoignages, en voici quelques exemples.
Arthur Bursley, le médecin ayant soigné l'actrice dans ses derniers jours, témoigne qu'elle n'avait fait aucune référence à un viol. Betty Campbell, un modèle présent à la fête, quant à elle, témoigne qu'elle l'avait vu 1 heure après l'incident, Fatty visiblement joyeux. Elle indiquera plus tard que le procureur l'avait menacé de l'emprisonner si elle ne livrait pas un témoignage à charge. Zay Prevon, une autre participante de la fête, avait-elle été menacée d'inculpation de parjure si elle ne témoignait pas que Virginia lui avait dit que Roscoe lui avait fait du mal. Grace Alston, une infirmière, indique que les marques sur le corps de Virginia Rape étaient certainement dues à une agression. Un agent de sécurité de studio raconte lui que Fatty Arbuckle lui avait demandé la clé de la loge de Virginia Rape pour lui faire une farce, mais qu'il avait refusé. Le procureur s'attaque également aux empreintes des protagonistes retrouvées superposées sur une porte de l'hôtel, qui signifiait pour un expert que Fatty et Virginia s'étaient bagarrés autour. L'avocat de la défense cite cependant comme témoin un expert attestant qu'il pouvait prouver que les empreintes étaient fausses, ainsi qu'une femme de ménage jurant qu'elle avait plusieurs fois nettoyé la porte avant les relevés d'empreintes. Quant aux experts médicaux des deux camps, leur conclusion est semblable. La vessie de l'actrice était rompue et elle présentait des signes d'inflammation chronique. Ils conclurent que la cause de la mort était naturelle et qu'aucune force extérieure n'était intervenue. Le 12 avril 1922, les jurés sont unanimes cette fois. Roscoe Arbuckle est déclaré non coupable de ce qu'on l'accuse. Finalité de l'histoire, Roscoe n'est condamné qu'à une amende de 500 $ pour avoir consommé illégalement de l'alcool en temps de prohibition, mais déclaré innocent de l'homicide de Virginia. Roscoe ressort comme un homme innocent, mais un homme ruiné par ses 3 procès. Pendant toute la période du procès, un homme va beaucoup intervenir et prendre position, et clairement pas du côté d'Arbuckle et d'Hollywood en général. Cet homme, c'est le sénateur républicain William Hayes. Président du bureau national du Parti républicain de 1918 à 1921, directeur de campagne du président des États-Unis Warren G. Harding en 1920 et ministre des Postes lorsqu'éclate l'affaire Arbuckle Rape. Il faut dire que depuis un petit moment, Hollywood traîne derrière elle une sacrée image, et il n'y a pas de quoi être fier. Hollywood est vu comme un monde de débauche et de perversité. Il est donc temps de redonner et de redorer l'image de l'industrie cinématographique et l'un des principaux acteurs à y remédier, vous l'aurez compris, c'est William Hayes, qui participe activement à la création de la Motion Picture Producer and Distributor of America. La MPPDA est en somme une association tenue par un comité et William en prendra la présidence, ce qui verra le jour du code Hayes qui a pour but de réguler le contenu de la production des films en donnant des recommandations sur ce qu'il est convenable ou pas de montrer à l'écran. Une bien mauvaise nouvelle pour Roscoe, car même s'il est prétendu innocent par la justice, son nom n'en reste pas moins taché. L'une des premières mesures de la MPPDA est l'inscription de Roscoe Fatty Arbuckle sur la liste noire d'Hollywood. Fatty sert de bouc émissaire pour toute la profession et il est radié d'Hollywood. Toutes les projections et toutes les réservations de ses films sont annulées. La Paramount met fin au contrat d'1 million de $ par an d'Arbuckle et ses films inédits sont jetés, faisant perdre à la société de production près d'1 million de $. Le 20 décembre 1922, son interdiction est levée mais le scandale reste dans toutes les mémoires. Donc il n'est pas autorisé à jouer dans des films pour les 10 prochaines années. Alors quelle suite pour ce bon vieux Roscoe ? Difficilement montrable devant la caméra, c'est derrière qu'il poursuit son travail. Il peut compter sur son ami Buster Keaton qui le fait travailler à ses côtés pour l'écriture et la réalisation de ses films sous son prête-nom d'Al St. John. Il réalise une 50aine de courts-métrages et un long-métrage entre 1925 et 1932 en empruntant une partie du nom de son père comme pseudonyme, en s'appelant William Goodrich. Roscoe tente également un retour sur les planches, ce qui sera un mi-échec vu que ses spectacles sont souvent annulés pour cause de crainte de troubles à l'ordre public. Il rachète aussi un cabaret appelé The Plantation dans la banlieue de Los Angeles, mais on est encore sous la période de la prohibition à cette époque-là. En 1932, Fatty était pris d'un sursaut d'orgueil. Le voilà parti pour réaliser un comeback, en signant un contrat avec la Warner Bros pour être la vedette sous son propre nom d'une série de 6 courts-métrages. Avec les 3 premiers, Roscoe renoue avec le succès. Les 3 courts-métrages sont une réussite, ce qui lui permet de signer un nouveau contrat avec la Warner pour un long métrage cette fois-ci. Le revoilà reparti de plus belle. Pendant un court moment de rédemption, Roscoe réentrevoit peu à peu la lumière du succès qu'il a goûté autrefois. Mais le destin a parfois un humour particulier, même pour un comique comme lui. Le soir même de sa nouvelle signature, Roscoe Fatty Arbuckle est victime d'une attaque cardiaque et s'éteint dans la nuit, ce qui signe un clap de fin dans le film parfois comique, parfois dramatique de sa vie.